Non, lui, il n'est pas en 3D, par exemple, Marie. Ça marche pas de même. Tu peux pas regarder n'importe quel film en 3D. Non, mais moi, j'en ai pas de TV 3D, fait que je m'imagine que c'est de même. C'est quasiment comme si j'avais un hologramme dans mon salon. Hein. Ouais, non, mais... Écoute, j'étais un peu triste à regarder ce film-là parce que je me disais, Colin, une actrice de ce grand talent-là, ben pas une actrice, plus une chanteuse, je voulais ouais, mais à cause du Bodyguard, c'est aussi dans la tête de plusieurs une actrice. Ouais, mais elle était pas méchante, là, tu sais, on peut pas dire que c'est pas Britney Spears ou Madonna qui a essayé de faire du cinéma, là. L'exemple est bon, hein. Il y avait un certain talent derrière ça. Mais on dirait qu'elle voulait raconter une partie de son histoire, parce que dans le fond, c'est 3 sœurs, on se retrouve à l'époque de Motown, du disco, c'est 3 sœurs qui essaient de percer dans le milieu de la musique, et avec les difficultés, il y en a une que la plus vieille des sœurs, qui, elle, au début, est comme la frontman, et qui a vraiment du talent aussi, mais qui va marier un gars qui est violent, qui prend de la drogue, ça ressemble un peu à l'histoire de Whitney Houston avec Bobby Brown, là. Et qui va même se retrouver en prison parce qu'elle va tuer accidentellement son mari. Okay. Mais non, c'est vraiment bien. Honnêtement, là, j'ai aimé ça. Ben pour les amateurs, tu sais, les mélomanes, parce que je pense qu'on a dressé le portrait d'un trio de chanteuses des années 60. En tout cas, du moins, les références culturelles sont réalistes. Donc, je sais pas, j'ai pas fouillé. C'était la prochaine chose que je voulais faire. Je voulais fouiller, savoir c'était le portrait de quel trio qu'on s'était inspiré, trio de chanteuses qu'on s'était inspiré des années 60. Mais je suis persuadé que c'est assez réaliste là, comme portrait. Ben moi, tu vas trouver que mon analyse est assez primaire, là. Mais j'ai eu dans l'idée, moi, que peut-être que c'était une fiction, puisque si on regarde les noms des acteurs, il y en a une qui s'appelle Jordan Sparks. Ouais, ben ça, elle avait gagné American Idol, elle a fait des albums. Fait que je me suis dit, si le titre du film, c'est Sparkle, c'est peut-être qu'on a voulu, tu sais, juste, on s'est inspiré du nom de famille d'une des comédiennes. Ouais, moi aussi, j'ai pensé ça aussi, mais je sais pas. Écoute, mais en tout cas, si c'est une fiction, du moins, on s'est vraiment inspiré de certains éléments, certaines histoires vraies qui se sont passées dans cette époque-là, parce que il y a des liens avec Marvin Gaye, il y a des liens avec Motown, toutes des boîtes de production ou des artistes qui ont vraiment existé à cette époque-là. Fait que je pense qu'il doit y avoir un certain brin de vérité là-dedans. Et moi, je suis pas une fille de bonus, mais on me mentionne qu'il y a un hommage à Whitney Houston qui est offert aussi à 1 an maintenant de son décès. Oui, parce que ce film-là devait sortir en plein dans la période où elle est décédée, malheureusement. Et ça devait être un gros film, du moins aux États-Unis, parce que, faut pas se le cacher, là, c'est un film afro-américain, là. Si vous trouvez un acteur blanc dans le film, c'est une erreur. C'est comme trouver une femme dans Laurence d'Arabie. Ouais, ça ressemble à ça. Bon, ça, c'est ce qui est arrivé en magasin vendredi dernier. Mais tu sais, aujourd'hui, là, il y en a une grosse sortie. Et avec tes lunettes 3D, tu vas capoter. Non, pas encore, Marie. La copie Blu-ray 3D, elle sort pas en même temps, malheureusement. Ils ont le droit de faire ça. Décaler les sorties des 3D avec les sorties régulières. Ouais, ben c'est parce qu'il y a tellement eu de succès, puis il est encore dans certains cinémas IMAX aux États-Unis, que c'est pour ça qu'on l'a pas sorti encore en Blu-ray 3D. Alors, on parle évidemment de Batman, l'ascension du Chevalier Noir, de Dark Knight. Comme Mission Impossible 4, on l'attend encore là, en Blu-ray 3D. On a hâte en crime de le voir parce que lui aussi, c'est assez spectaculaire comme film. C'était tourné en 3D. Mais il est encore à l'affiche, c'est assez impressionnant, encore à l'affiche dans certains films IMAX. C'est pas grave, je suis contente que le monde avec des pauvres DVD puis des pauvres TV bien straight ait un net avantage sur vous autres. En tout cas, moi, à partir d'aujourd'hui, je peux déjà voir Batman, le dernier volet. Écoute, c'est la conclusion de Christopher Nolan avec Christian Bale dans le rôle de Batman. C'est la crème de la crème, sans pour autant, j'ai la difficulté à dire que c'est le meilleur de la trilogie, parce que c'est le Batman probablement le plus sombre, le plus psychologiquement travaillé, le plus cérébral, je dirais, de la trilogie. Écoute, même que j'ai l'impression des fois qu'il y a des petites longueurs, on se perd un peu dans les histoires secondaires, mais ça reste quand même un très, très, très grand film qui va probablement rester dans la filmographie et de Christopher Nolan et dans la filmographie de tous les films de super-héros. Là. Absolument. En tout cas, un incontournable dans le genre. Ça tombe bien qu'on ait la période des fêtes parce que des bons films, il va en arriver une masse dans le courant des prochaines semaines. Puis celui-là est très annonciateur. Là. On commence tout de suite à se mettre à jour, comme on dit. On a parlé de Tommy Lee Jones tantôt pour Men in Black. Il y a un autre film avec Tommy Lee Jones qui sort aujourd'hui. Celui-là le met en vedette
vedette avec Meryl Streep. Ouais, c'est un film qui s'appelle L'espoir est à Hope Spring, qui met aussi en vedette Steve Carell. Écoute, ce film-là, quand j'ai eu le synopsis, je me dis, Colin, c'est vraiment un film fait pour les baby boomers. Le public cible, c'est vraiment ça. Ça tombe bien, ils sont beaucoup. Oui, mais honnêtement, j'ai questionné des gens autour de moi, entre autres mes employés qui sont des étudiants, puis ils ont tous trippé, ils ont dit, wow, ouais, j'ai même pleuré à un certain moment donné, donc je suis content parce que ça rejoint beaucoup plus que la tranche des baby boomers. J'explique. T'avais un petit peu des préjugés là-dessus, Sébastien. L'amour n'a pas d'âge. Non, pense à la route de Madison, comment est-ce que je pleure à chaque fois, même si Clint Eastwood doit avoir 75 ans là-dedans. Non, mais c'est pas une question d'âge pour regarder ce film-là. C'est juste que le sujet traité va probablement plus rejoindre rapidement les baby boomers qui sont probablement un public plus naturel qu'un jeune étudiant de 16 ou 18 ans. Mais là, c'est quoi l'essence du synopsis? C'est un couple qui, après s'être marié, avoir eu des enfants, les enfants ont quitté la maison, la demeure familiale, eux, ils vivent dans la maison, mais c'est comme s'ils vivaient pas ensemble. Ils vivent chacun leur vie. Tout va bien, tu sais, je chicane pas, il y a pas de... Sauf que la femme qui est jouée par Meryl Streep, elle se rend compte que finalement, on s'aime-tu, on est-tu, est-ce qu'on est encore ensemble? Parce qu'on vit chacun nos bonheurs, nos choses, mais on les vit pas ensemble, on vit pas vraiment ensemble. Et là, elle va commencer à s'interroger, il va aller voir le psychologue qui est joué par Steve Carell pour essayer de raviver une flamme dans le couple. Et ça part aussi avec des relations sexuelles. Donc, c'est un peu ce que plusieurs couples ont vécu ou vont vivre ou sont en train de vivre. Et non, je trouve ça super bien. Il y a des malaises. Écoute, c'est joué par deux acteurs qui ont du talent puis qui ont une carrière vraiment phénoménale. Oui. Tu sais, des acteurs d'expérience. Puis on évite constamment les clichés. À chaque fois, je me dis, ah non, je sens qu'ils tomberont pas là-dedans. Ah, ils le font pas. C'est vraiment apprécié de la part de deux acteurs comme ça. Ça nous sort du cinéma hollywoodien, là. Si tu me dis que tout ce que je vais prévoir va pas arriver, ça risque de me faire du bien. Oui, effectivement. Tu sais, je m'étais dit, imaginons ce film-là joué par Catherine Eagle. Colin, que je serais pas capable de le regarder jusqu'à la fin, tellement je verrais ça venir à 1000 à ronde, tout ce qu'elle allait faire. Mais dans ce film-là, justement, Meryl Streep et Tommy Lee Jones, puis tu le vois, là, les deux, ils sont carrément impliqués dans leur personnage. Tu sais, Tommy Lee Jones, c'est un peu grognon au début, il veut pas trop céder, il veut pas trop embarquer, lui, tout pour lui, tout est beau. Finalement, tranquillement, pas vite, va comprendre, mais ils essaient, puis ils sont un peu maladroits aussi, ils essaient de finalement, tu sais, ils sont vrais, ils sont réalistes dans leur interprétation du personnage. Alors, rappelez le titre, L'espoir est à Hope Springs, si vous avez le goût d'une comédie romantique avec de grands acteurs. Sinon, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui dans les super clubs, là? On aurait pu dire aussi, si vous avez le goût d'une bonne comédie romantique ou si vous voulez pas trop vous attirer des problèmes dans votre vie de couple, parce que si justement c'est un peu branlard votre couple, ça se peut qu'il y ait des discussions après le film. Si vous voulez vous épargner bien des dollars en thérapie plus tard, effectivement, prenez ça d'avance. Bon, y a-tu d'autres suggestions? Parce que là, on n'a pas parlé de films d'animation. D'habitude, t'as des films d'horreur aussi. Oui, j'en ai. Il y a La drôle de vie de Timothy Green, qui est un film familial avec Jennifer Garner et Joel Edgerton, qui est un film... Honnêtement, j'ai aimé ça. J'aurais aimé ça pouvoir l'aimer encore plus. Ça a l'air fucké. Ouais, c'est ça. Il y a des petits... D'abord, il y a des questions, des interrogations qui sont vraiment pas répondues, qui commencent dès le début du film et qui sont pas répondues à la fin du film. Pas que des fois je vais être répondu à toutes mes questions en fin de film, mais c'est parce que c'est des choses vraiment de base. C'est un petit garçon, parce que c'est un couple qui veut essayer d'avoir des enfants, puis ça marche pas. Et un soir, il pleut, il y a un éclair, il y a un orage, ça, puis le lendemain matin, le lendemain matin, c'est pendant la soirée, il y a quelqu'un qui est rentré à la maison, puis c'est un petit garçon de 11 ans. Puis il l'adopte tout de suite, puis ils font comme si c'était leur enfant, ils font pas trop de recherches pour savoir si c'est un enfant perdu, un enfant... C'est un peu ça qui me gosse, je trouverais un chat ou un chien, je ferais des semaines de recherche. Eux autres, il arrive un petit gars de 11 ans des bois, puis il pose pas plus que ça la question. C'est ça, je pense que c'est la prémisse de base qui est pas solide pour qu'on puisse croire jusqu'à la fin au film puis au personnage. C'est dommage parce que dans le fond, en même temps, les parents font comment qu'on pourrait dire ça, une expérience avec un enfant, mais en même temps, ils font une réflexion psychologique sur leur couple puis sur leur façon d'élever un enfant, ce qui est intéressant. Mais c'est la prémisse de base
qui manque de solidification pour pouvoir vraiment apprécier le film du début jusqu'à la fin. Bon, moi, je suis déjà dans un mode là où il faut qu'on me chamboule au niveau de mes sentiments, ou qu'on vienne chercher en moi l'esprit de Noël. J'ai vu un beau petit chien, justement, Christmas Puppy. Il est vraiment adorable. Dis-moi que le film est à hauteur, parce que lui, il est trop cute. C'est Disney qui a commencé ça l'année passée. Ceux qui ont eu un énorme succès avec la franchise, les Toby, là, les Toby des neiges, Toby des chasseurs de trésors, c'est toute une aventure tout le temps avec des chiens. Et là, l'an passé, ils ont commencé avec le chien de Noël 1. Et là, nous sort le deuxième volet de cette franchise qui va sûrement faire des petits, encore une fois. Mais ce que j'aime de ce film-là, c'est, encore une fois, Disney est capable de nous redonner la magie de Noël. Tu sais, les chansons de Noël, l'ambiance de Noël, cette journée-là où que tu penses, où tu peux espérer n'importe quoi, puis il va y arriver. C'est un peu cette histoire-là, encore une fois, avec des chiens de Noël. Puis ils sont tellement charmants. Même moi, j'ai succombé. J'ai regardé ça avec ma petite fille. Comme si t'étais un homme au cœur de pierre, et que là, un pauvre petit chien avait réussi à te faire saigner. Oui, mais il y a tellement de travail là-dedans, et du travail de domptage, de reprise. Et écoute, tu travailles avec des chiens, là. C'est pas des acteurs, tu peux pas leur dire, OK, là, mets-toi là, puis bouge pas. Et en plus, des fois, sur une même scène, il y a à peu près 8 chiens. Mais non, honnêtement, ça vaut vraiment la peine. C'est probablement le film le plus intéressant de Noël qui est sorti en DVD là pour vos enfants. Mais il y a eu Arthur Christmas que j'ai parlé il y a quelques semaines, mais lui, honnêtement, c'est tellement charmant. Vous pouvez pas, c'est racoleur au bout, à fond, mais c'est pas grave, on aime ça. Là. Puis tu sais ce qui est adorable avec les petits poppies comme ça au cinéma, hein? C'est qu'on n'a pas besoin de remplir le brassière ou de rajouter du cash-chaîne pour que le film soit populaire. Oh, que c'est bien dit, j'aime ça. Sébastien Noël, c'est toi qui parles bien. C'est maudit que c'est le fun à chaque semaine. On va faire un tour chez Vidéo Oasis si on veut placoter le cinéma un peu plus, ou comme moi, pour justifier le fait qu'on va être en retard avec notre location d'hier. Ah, pas de problème. Merci beaucoup. On se reparle mardi prochain. Passe une belle semaine. Merci à Christian Blais de nous avoir parlé de sa chasse au wapiti au Colorado. Merci à Jeff. Merci à toi, Charles. Ça fait plaisir. Bon, commencez à penser à aller jouer dehors, à voir de la neige, parce que pour l'instant, il n'y en a pas, mais ça s'en vient. Nous autres, on va être là demain à 11h30 avec un menu Christmas Special, comme à tous les jours jusqu'à la fin du mois de décembre. Passez une belle journée. Merci encore. Bye-bye.